Posons les bonnes questions. On est arrivé au centre. C'est où ça? Ah, tu vois en haut là? Écrit en bleu là. Oui. Ouais, c'est là. Ouf, un peu d'ombre. Oui. Allô, Angela. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment Ouais, ça va? Ça va bien. Très bien, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais. Voilà donc. Monsieur Tano, oui, Monsieur Tano, je t'ai dit, mon Tano professeur. Joachim. Voilà, donc je suis psychologue, conseiller psychologue, rééducateur psychomoteur. Voilà, et je suis responsable des structures de rééducation Sainte-Madeleine. Enchanté, moi c'est Eric. Enchanté. Toujours derrière la caméra. Oui, d'accord. Donc, monsieur Tano, il n'y a rien de grave. Comme j'avais dit au téléphone, j'avais certaines préoccupations. Voilà, par rapport à la rédaction de mon rapport de 2 semaines de stage. Le stage, oui. Donc voilà. Donc c'était sur l'autisme en fait. Voilà. J'ai un petit garçon avec moi et j'ai certaines difficultés avec lui et je me suis dit qu'avec vous, j'allais avoir un peu plus d'informations. Mais en cherchant à avoir les informations, il y a Eric qui a voulu savoir encore plus. Donc déjà aller des... Si tu dors pas, c'est normal. Mais je ne peux pas dormir, c'est un sujet important, hein. Ça me touche vraiment. Je ne peux pas dormir, comment je vais dormir? Donc il y a Eric aussi qui veut être plus informé. Donc déjà, savoir c'est quoi l'autisme. C'est ça. Donc l'autisme d'abord, hein, il faut savoir que c'est l'action de s'isoler. Hein, l'enfant qui s'isole, qui a une attitude vraiment singulière, hein, autre que les autres enfants. C'est une personne différente des autres personnes parce qu'elle s'isole, parce qu'elle est dans son coin. Et donc, dans ce sens-là, vous trouvez quelqu'un de différent vis-à-vis des autres. Maintenant, il faut dire aussi que l'autisme, bon, on a baptisé autisme tous ceux et celles qui ont des troubles de comportement, mais qui les poussent à s'isoler. Par contre, il y a d'autres qui ont des troubles de comportement, mais ils sont dans la société, ils ne s'isolent pas. On ne les appelle pas autistes, autant que je sache. Voilà, donc raison pour laquelle nous on parle toujours de troubles de comportement d'allure autistique. C'est-à-dire ça ressemble à l'autisme. Sinon l'autisme même en tant que tel, c'est une maladie, plus ou moins c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est quelqu'un qui a eu une perturbation neurologique dans son développement psychomoteur. Et au fur et à mesure, ça c'est resté comme ça. Elle est restée une personne vraiment singulière des autres. Bon. Comme caractéristique, je parlais de troubles du comportement. Vous pouvez aussi parler du langage en tant que tel, qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui va parler trop, s'il parle, ou bien, bonsoir maman, ou bien s'il ne parle pas, il est très avare dans le langage, il ne parle pas du tout. Il y en a qui ne peuvent pas parler, même s'ils le souhaitent, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que... Mais tout ça, je dis souvent, trouble de comportement, d'allure autistique. Pourquoi? Parce que quand on fait des analyses, des examens, on trouve l'origine de leur trouble de comportement. Alors que l'autisme en tant que tel, il n'y a pas d'origine. L'origine est vraiment méconnue. En fait, on ne trouve pas, mais il a un trouble neurodéveloppemental. Alors que l'autre côté, un trouble de comportement qui ressemble à l'autisme, on dit trouble de comportement d'allure autistique, c'est très très souvent des souffrances cérébrales qui génèrent des crises épileptiques. Voilà. Soit l'épilepsie transitoire, soit l'épilepsie même avec le grand mal, avec les convulsions, soit des absences. En fait, il y a différents types de crises épileptiques. Donc la personne peut, voilà, dans ça. Mais dans ça, la personne, bon, elle n'est pas à l'aise. C'est normal qu'elle s'isole. Elle n'est pas à l'aise. C'est normal qu'elle soit dans son coin. Donc, au point où la personne va voir les autres grandir, mais elle va préférer les personnes qui sont moins âgées qu'elle. Voilà.
Voilà, donc elle va évoluer dans des personnes qui sont moins âgées qu'elle. Si c'est des ados, tu vas voir les enfants. Si c'est des enfants, c'est des petits enfants et ainsi de suite. Voilà. Okay. Donc voilà un peu. Alors, partout dans le monde, on parle d'autisme, autisme, mais les gens ne font pas la part des choses. Voilà. Okay. Sinon, si les choses sont traitées tôt, on a beaucoup d'acquis. Et vraiment, l'autisme en tant que tel est minime. Okay. Voilà. C'est-à-dire que les caractéristiques sont à peine perceptibles. C'est une personne normale, mais bon, avec laquelle il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Wow, c'est super, on apprend beaucoup. Hein? Ouais. Eric, ça va? Bon, j'apprends un peu. Un peu. Et est-ce que tu as une préoccupation en particulier? Un enfant qui donc est autiste. Vous avez dit que dans vos propos, hein, j'ai cru comprendre que y a la possibilité de guérir, peut-être si le mot n'est pas trop fort. Comment est-ce qu'on peut arriver à guérir? Comment est-ce que vous faites pour savoir si... bon, voilà. Alors, je me pose des questions en tout cas. Oui, pour moi, chaque fois je fais la part des choses. Oui, tout à fait. Okay. Il y a deux choses. Étant donné que je fais la part des choses, l'autre, il a un trouble de comportement d'allure autistique. Celui-là, on peut guérir son trouble de comportement d'allure autistique. Okay. Pourquoi? Eh bien, si l'origine, c'est une souffrance cérébrale, c'est des crises épileptiques, quand on a inhibé, c'est-à-dire effacé le trouble de comportement, quand on a guéri l'épilepsie, ben, le trouble de comportement, il n'y a plus de source pour générer le trouble de comportement. Alors, on va rééduquer cette personne, on va stimuler cette personne, et puis, sa situation va s'améliorer. Voilà. Voilà. Son tableau pathologique est complètement effacé. Donc, quand elle grandit au fur et à mesure, elle devient une personne normale. Maintenant, par contre, dans l'autre tableau, il est autiste parce qu'il a un trouble neurodéveloppemental. Il a un trouble neurologique okay. Dans son développement psychomoteur. Voilà. Et ce dernier-là, on cherche l'origine de ce truc, on ne voit pas. Peut-être que c'est un choc. Ou bien c'est peut-être une maladie prénatale de la mère. Enfin, une maladie anténatale, avant que la maman n'accouche. Ou bien prénatale, qui a généré ça, mais après c'est fini. Il n'y a pas de traces. Ou bien c'est un choc psychologique de la mère pendant qu'elle était enceinte. On ne sait pas. En tout cas, les causes sont multiples, mais il n'y a pas de traces. Alors, étant donné qu'on ne voit pas de traces, bon, on va gérer les symptômes que nous voyons. D'accord. Alors, nous allons gérer ça pour essayer d'améliorer le potentiel de l'enfant qui existe, le potentiel qui existe. Mais il n'y a rien à guérir puisqu'il n'y a pas de maladie. Voilà. Donc, on va améliorer ça au fur et à mesure. Mais alors, dans ce cas-là, il faut avoir un bon programme de prise en charge pour améliorer le potentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, on a besoin des spécialistes. Voilà. Le spécialiste, tu vas voir un spécialiste, quel que soit le spécialiste que tu vois, qui te dise le diagnostic, te fait le diagnostic concernant l'enfant, et puis il va te dire comment il va s'y prendre. Ok. Voilà. Et puis bon, vous adhérez ou vous n'adhérez pas. Quand vous adhérez, vous lui laissez votre enfant pour qu'il puisse aller travailler avec l'enfant. Mais régulièrement, il y a des bilans à mi-parcours. Il y a des bilans partiels qui vous permettent de voir si vous évoluez, si l'enfant évolue ou pas, si son potentiel s'améliore ou pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Là, il n'y a pas de médicaments. Alors que de l'autre côté, il y a des médicaments neurologiques, les neuroleptiques et tout qu'on donne à l'enfant pour le guérir. Parce qu'il y a une pathologie quelque part. Okay. Et la prise en charge, c'est comment, c'est-à-dire? C'est long, c'est court, En fait, la prise en charge dont on parle, il s'agit de prise en charge adaptée au profil de chaque enfant. Donc, je ne peux pas dire c'est long parce que si tu m'envoies un enfant qui a un handicap léger, ben, on va régler ce problème-là peut-être sur 6 mois. Deux fois, écoute, on peut te dire, bon, on va régler, mais on ne peut pas régler totalement. On va accompagner cet enfant pour un certain temps.
Okay. Donc là, le thérapeute ne peut pas te dire le nombre de temps qu'il va passer avec l'enfant. Voilà. Mais seulement, il faut dire que c'est gérable. Le thérapeute va vous permettre de créer plusieurs situations et permettre à l'enfant de passer dans ces situations pour, au fur et à mesure, éliminer les comportements inopérants et garder les comportements opérants. Voilà la prise en charge de l'enfant ou de la personne autiste. Ok. Waouh, c'est beaucoup passionnant parce que quand on pense qu'on se dit que on peut rien atteindre avec ses enfants, quand je pense qu'il y a plein de parents qui sont découragés, qui se disent que c'est fini. Moi, mon enfant là, il est comme ça, on ne peut plus rien faire pour lui. Et avec tout ce que M. Tano nous dit, on voit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, même il y a beaucoup d'espoir pour ces enfants-là. Oui, en fait, je m'excuse, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, et beaucoup même d'ailleurs. Si toutefois, les gens se donnent du temps et s'ils trouvent le bon thérapeute. C'est de l'art, hein, en soi. Parce qu'il y a plusieurs méthodes qui sont développées de par le monde. Et d'aucuns maîtrisent telle ou telle méthode, mais il peut te dire, moi je prends telle méthode et voilà ce que je compte faire. Vous pouvez faire du chemin avec lui. D'autres vont te sortir une autre méthode. Donc les méthodes, il y en a. Méthodes pour travailler, il y en a. Okay. Il ne faut pas vraiment prendre des apprentis maçons pour venir faire une rééducation. Voilà, c'est un peu ça le problème. Ouais. Il faut prendre des gens qui s'y connaissent, qui ont de l'expertise pour... Ils vont te sortir une méthode et puis dire, voilà, c'est avec ça que je vais travailler, voilà, voilà, ainsi de suite. Et donc, chaque mois, vous faites une évaluation, vous allez voir. Ouais, voilà. Ça doit évoluer. Je ne dis pas qu'on va régler le problème de l'enfant à 100% à telle période. Non, ça évolue. Vous voyez comment ça évolue. L'enfant va pouvoir parler, l'enfant va pouvoir se prendre en charge, acquérir de l'autonomie. Et puis, bon, voilà, au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Avoir acquéri l'autonomie, c'est ça le plus important. Parce que c'est ce qui pèse sur les parents et c'est pour ça qu'ils se découragent. C'est ça. Voilà. Waouh, on apprend beaucoup. Il y a aussi le fait que les parents même sont à prendre en charge des fois. Voilà. Il faut prendre aussi en charge les parents pour qu'ils puissent être vraiment, je peux dire, outillés pour aider leurs enfants. Parce que nous, en tant que thérapeutes, nous ne sommes que des substituts. Nous ne pouvons pas remplacer les parents. Le vrai thérapeute, c'est les parents. Parce qu'ils vivent 24 heures sur 24 avec leurs enfants. Oui. Ils sont au travail, mais leurs oreilles, tout est à la maison. Il y a des parents qui installent même des caméras à la maison. Donc voilà un peu ça. Bon, moi j'ai une autre question. Oui, avec qui est-ce que vous travaillez de façon synergique? Parce que vous êtes thérapeute, mais je suppose que vous travaillez avec d'autres médecins, d'autres spécialistes. J'ai entendu tout à l'heure problèmes neurologiques, tout ça. Donc, je pose la question en fait. Ouais. En tout cas, c'est une question bien posée. Il faut dire que le handicap mental, le handicap psycho-intellectuel, c'est quelque chose de très complexe. Okay. Donc il y a plusieurs spécialistes qui rentrent en ligne de compte, donc il y a une certaine collaboration pour cette synergie-là pour aider les enfants. Et donc, des fois, il nous arrive même de faire des synthèses entre nous. Donc, nous, on travaille avec... moi, je suis psychomotricien, je suis conseiller psychologue, je suis psychopédagogue. Bon, les trois attributs-là, bon, j'ai eu besoin de faire ces formations pour pouvoir conduire mes centres que j'ai créés. Et alors, mais j'ai eu besoin aussi d'autres personnes pour travailler, collaborer avec moi. Il y a des personnes qui sont au centre, qui viennent au centre comme des vacataires, c'est des neurologues, c'est des pédopsychiatres, c'est aussi des orthophonistes plus ou moins. Mais il y a aussi des gens qui travaillent avec moi en permanence au centre, c'est des psychologues, conseillers psychologues, des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux. Voilà. Oui. Bon, donc... nous travaillons ensemble. Il y a beaucoup de spécialistes donc, qui entrent en ligne de compte dans le travail que vous faites. Ouais. Et d'aucuns des parents qui seraient confrontés à un de ces cas-là pourraient se dire ça peut revenir cher. Oui, en fait, c'est bien dit, ça revient cher. Ça revient cher. Et c'est là où le bas blesse. Nous, on est venus sur ce marché-là pour essayer de vulgariser la prise en charge médico-psychopédagogique. Pourquoi? Parce que nous voulons que tous ceux qui
n'ont pas les moyens viennent à nous pour que nous puissions centraliser une prise en charge afin d'aider leurs enfants. Bon, vous savez, quand vous venez dans nos centres ici, c'est-à-dire le centre de rééducation Sainte-Madeleine, les coûts sont vraiment moins chers comparativement à ce qui existe sur le marché. Voilà. Et donc, pour ma part, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà. Ouais. Et c'est pour nous, c'est en même temps que nous travaillons, nous prenons ça comme un apostolat, c'est-à-dire une activité chrétienne. Okay. Voilà. Donc, d'où le logo de... Voilà, d'où le logo Okay. Centre de rééducation Sainte-Magdeleine. C'est Marie de Magdala qui fut la première femme à découvrir Jésus ressuscité. Okay. Voilà, d'où l'espérance, porteuse d'espérance. Voilà, parce que Jésus a beaucoup fait pour elle. Hein. Voilà. Et donc, nous sommes aussi porteuses d'espérance, de santé avec elle, auprès des parents. Mais là, Eric, toi, tu vas en dehors de notre cadre. Moi, je préfère qu'on revienne et qu'on parle spécialement du Centre Sainte-Madeleine ou bien Eric. Je sais que c'est important. Attends, tu arrêtes maintenant. Hein. Je suis venue pour travailler, pour apprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'autisme. Hein. On a fini avec l'autisme. Moi, je propose qu'on revienne une prochaine fois et qu'on parle plus amplement du Centre Sainte-Madeleine. Qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre avis. Et puis, dès qu'on a au moins 100 likes, au moins 100 likes, on revient voir M. Tano et il nous donne encore plus d'informations sur le Centre Sainte-Madeleine. Et puis voilà quoi. D'accord. C'est bon, Eric. C'est bon pour aujourd'hui. Ok, donc le dernier mot de M. Tano et puis on se revoit la prochaine fois. En tout cas, je tiens à vous dire merci. Vraiment merci parce que c'est comme un clin d'œil providentiel que vous nous offrez pour encore une fois parler de nos enfants et de notre prise en charge. En tout cas, je vous remercie infiniment. Ça vous, merci beaucoup. Okay. Merci. Oh, merci à M. Tano. Merci à vous aussi. Nous, on va continuer de travailler. Bye. Allez. Posons les bonnes questions.